La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club en mode visioconférence pour garder cette distanciation sanitaire, mais l'économie décryptée par ceux qui la font ne change guère. Avec l'équipe des chroniqueurs du jour, nous sommes très heureux de recevoir Jean-Virgile Crans, président du GNC, le groupement national des chaînes hôtelières, par ailleurs directeur des relations institutionnelles du Louvre Hôtel Group, sans oublier son mandat de premier adjoint au maire de Saint-Malo et également président de la SPL Destination Saint-Malo, baie du Mont Saint-Michel. Jean-Virgile Crans, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation du TVR BPGO Business Club. On a énormément de questions à vous poser avec cette crise sanitaire, cette crise économique, la situation du commerce à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous serez durant cette demi-heure économique interrogé par Maurice Bourrigaud, que je salue, le directeur général de la BPGO. Bonjour Maurice. Bonjour Stéphane, bonjour Jean-Virgile Crans. Également Nolwenn Lam Kermarek, la présidence de Kermarek Immobilier. Bonjour Nolwenn. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et également Emmanuel Tonnier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et tous, bonjour Jean-Virgile Crans. Voilà, nous sommes ensemble pour essayer de mieux connaître cette situation. Jean-Virgile Crans, vous étiez il y a encore quelques minutes à Bercy. Nous aurons des nouvelles vraiment fraîches avec vous. Mais face à cette crise sanitaire devenue très vite crise économique, y a-t-il au moment où nous parlons une très grande inquiétude en direction de vos professionnels ? Oui, bien sûr, l'inquiétude est très forte, mais je dirais même c'est plus qu'une inquiétude, c'est qu'on est dans une situation très souvent de colère parce que nos professionnels ne comprennent pas, ne veulent pas accepter le fait que ça soit tout un pan d'économie, d'une filière qui soit quelque part stigmatisée par des mesures de restrictions sanitaires plus fortes que pour d'autres. Et c'est vrai que la colère gronde. Pour autant, la situation sanitaire à la fois du pays et de notre territoire reste aussi parfois inquiétante. Donc, on est toujours en effet entre à la fois la survie de nos modèles économiques, et on parle bien de survie, et en même temps, en effet, une situation sanitaire qui doit être maîtrisée. À un moment où l'information circule elle aussi très vite, il faut signaler que cet enregistrement du TVR BPGO Business Club est effectué lundi en milieu d'après-midi. On entend beaucoup parler, Jean-Virgile Crans, d'une possible réouverture des commerces à l'occasion du Black Friday. Ce serait le vendredi de la fin de ce mois de novembre. C'est une hypothèse que vous avez pu percevoir, entendre à Bercy ? Alors, c'est en effet une hypothèse qui nous a été soumise par Bruno Le Maire, que nous avons rencontré ce matin, même si voilà, les termes de cet échange, qui était une réunion de travail avec une certaine confidentialité dans les échanges, mais pour autant, il a été évoqué le fait que, en tout cas, la volonté du gouvernement à date serait de réouvrir, de donner la possibilité à la réouverture des commerces pour le dernier week-end de novembre. Mais pour autant, les cafés et restaurants, le monde des CHR resterait donc du coup fermé, et probablement pour une durée qui pourra aller jusqu'à mi-janvier. Oui. Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, Jean-Virgile Crans, pour bien comprendre et bien expliquer à nos téléspectateurs, il n'est pas interdit aujourd'hui d'ouvrir un hôtel.
Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que c'est en amont que ça se passe, que les trains sont, que les affaires ne marchent pas, que les trains sont arrêtés, etc. On voit que c'est en amont que ça se passe. Et puis, il y a toute la problématique des hôtels-restaurants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos revendications précises? Alors, merci beaucoup pour la question, parce que ça me donne l'occasion de donner cette précision, en effet, qui est extrêmement importante, c'est que les hôtels ne sont pas donc frappés d'une fermeture administrative, ce qui est le cas aujourd'hui des bars et restaurants. Un des éléments de raisonnement d'ailleurs du gouvernement, il est lié au fait que dans tous les lieux de consommation d'alimentaires, solides ou liquides, il y a le besoin donc d'enlever le masque et qui est l'élément pour eux qui justifie le fait d'avoir en effet des positions plus strictes et sur des durées qui peuvent être plus longues que sur d'autres commerces. Après, nos activités de restauration et d'hôtellerie, elles sont étroitement liées. Étroitement liées d'une part parce que nous avons beaucoup d'établissements qui sont des petits complexes hôteliers avec à la fois de l'hôtellerie, de la restauration, d'autres services d'ailleurs, que ce soit du séminaire, que ce soit du bien-être. Et en fait, c'est un tout et les activités se complètent et en particulier, bien sûr, la restauration avec l'hôtellerie. Donc, il est évident que pour un territoire touristique, le fait que vous enleviez l'activité, la possibilité d'une activité restauration, bien entendu que ça crée un impact négatif très fort, parce que du coup, les gens ne veulent pas forcément se déplacer, parce qu'ils se disent je vais pouvoir me loger, mais je ne sais pas où je vais pouvoir me nourrir. Alors, il y a des alternatives qui sont proposées, il y a de la livraison qui est possible, il y a du emporter qui est possible. Beaucoup d'ailleurs de restaurateurs se sont mis à ces activités, ce qui permet donc de répondre en effet aux besoins de la clientèle. Mais pour autant, on a à la fois la problématique sur la clientèle de loisirs, mais aussi sur la clientèle corporate, ce qu'on appelle la clientèle d'affaires, qui, elle, est aussi aujourd'hui très impactante pour nos entreprises, puisque à la fois le télétravail est privilégié et donc beaucoup moins de déplacements professionnels. Toutes les réunions et le monde de l'événementiel est à l'arrêt aujourd'hui et c'est ce qui impacte très fortement notre filière. Nolwenn Lam Kermarek, présidence de Kermarek Promotion. Oui, alors moi je sors un petit peu du contexte sanitaire du moment pour vous poser une question sur l'écotourisme. Ma question est effectivement, bon, et c'est vrai qu'avec l'enjeu du moment, c'est du long terme, mais au-delà de cette situation, comment votre profession s'empare-t-elle du défi de l'écotourisme qui, au-delà effectivement de son impact positif pour la planète, est aussi un enjeu d'attractivité croissant? Écoutez, la question n'est pas déconnectée de l'actualité, puisque en fait, cette crise sanitaire que nous vivons, elle fait ressortir un certain nombre d'éléments, et en particulier des éléments sur lesquels la filière dans sa globalité et sur notre territoire en particulier d'ailleurs, Malouin, mais le fait de travailler, si vous voulez, sur un tourisme qui soit beaucoup plus de qualité que de quantité est vraiment quelque chose qui nous anime. On voit et on a vu les limites du tourisme de masse et il est vrai que les faits d'actualité récents et je dirais à la fois sanitaires mais à la fois aussi sécuritaires des biens et des personnes, malheureusement avec les problématiques aussi d'attentats, nous montrent bien que de toute manière le tourisme de masse et la concentration de population au même endroit n'est pas le modèle vers lequel on doit aller. Alors c'est vrai que si on prend la Bretagne et plus particulièrement notre Côte d'Émeraude, on a la chance d'avoir de très grands espaces qui vont nous permettre de mieux travailler en effet sur le fait d'irriguer aussi tout le territoire. Et d'ailleurs, c'est tout le travail pour le territoire de Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, c'est tout ce travail que nous faisons qui est d'essayer d'amener, si vous voulez, la clientèle à découvrir tout le territoire, même si vous avez, si je fais le parallèle avec la grande distribution, des têtes de gondole qui font que naturellement le consommateur va vouloir aller vers un site lié à l'histoire ou au patrimoine. Si je prends un Saint-Malo, l'intramuros, il y a une attirance naturelle. Mais en fait, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les clients reviennent, qu'on les fidélise à notre territoire. Et pour les fidéliser, il faut leur montrer toutes les autres pépites que nous avons. Et nous en avons énormément. Nous avons la chance en plus d'avoir à la fois le littoral, la mer et à la fois les terres.
Et il est vrai qu'on a aussi un patrimoine historique qui est riche. Donc, on a tout ce qu'il faut pour mieux irriguer notre territoire. Et c'est vrai que ce sont les stratégies que nous voulons prendre à l'avenir pour être toujours aussi dans le respect, en effet, de ce patrimoine qui est un patrimoine culturel, mais aussi un patrimoine de la terre et de la mer. Une nouvelle question à Jean-Virgile Crans, le président du GNC, le groupement national des chaînes hôtelières. Avec vous, Emmanuel Tonnier, vous êtes, je le rappelle, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. Merci Stéphane. L'avantage avec Jean-Virgile Crans, c'est qu'on peut lui poser des questions sur pas mal de sujets différents. Je vais revenir à une question Malouino-Malouine. Nous avons aujourd'hui, avec la crise sanitaire, un port de commerce qui est le poumon économique de Saint-Malo, qui est à l'arrêt ou en grande partie à l'arrêt. C'est vrai que le désarmement du bateau de la Brittany Ferries, qui aujourd'hui n'opère plus du tout à Saint-Malo, rend ce port un peu fantôme. Et puis, dans 3 mois, nous avons une perspective qui est celle du Brexit, avec vraisemblablement des liaisons avec les Anglo-Normandes qui vont être rendues encore plus complexes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Alors oui, c'est quelque chose qui nous inquiète. Alors peut-être si je peux me permettre de pondérer, Emmanuel, sur le trafic du port de Saint-Malo qui a quand même repris, c'est-à-dire on a eu une période en effet qui a été catastrophique, qui a été aussi liée à des problématiques de gestion locale et en particulier sur l'activité donc de nos dockers. Donc là, l'activité a repris pour partie sur en tout cas toute l'activité de fret qui est liée à quelques grandes entreprises pour bonne partie qui sont sur Saint-Malo. Mais c'est vrai qu'on a une préoccupation très très forte sur le trafic transmanche. Pour nous, c'est essentiel sur l'activité de Saint-Malo. Alors, je dirais que on communique, on travaille beaucoup avec la région, à la fois avec le nouveau délégataire, gestionnaire du port de Saint-Malo, la société EDIS, avec qui nous avons commencé à échanger et à échafauder un peu en effet les travaux qui vont être faits très prochainement sur les mois à venir. Ils ont la volonté en effet de créer une nouvelle dynamique, je dirais, autour de l'activité portuaire dans sa globalité, à la fois le fret, à la fois le maritime, le passager, et puis il y a aussi toute l'activité de pêche qui est aussi une activité importante pour le port de Saint-Malo. Et en même temps, une grande consultation a été initiée donc par la région Bretagne. Et d'ailleurs, vendredi dernier, c'était la réunion de restitution qui a été animée par Stéphane Perrin et Gilles Lurton, notre maire et président de l'agglomération, pour les investissements qui vont être faits sur le terminal du Nez. Donc on voit que quelque part, malgré la situation et la crise que nous vivons, nous sommes au niveau des différents acteurs, que ce soit les acteurs locaux comme les acteurs régionaux, puisqu'il y a toute une partie qui est propriété de la région, et le gestionnaire. Je dirais que la trilogie est là, travaille ensemble, et il y a une vraie volonté de confirmer les investissements qui sont prévus, qui sont des investissements d'avenir. Et c'est des investissements à la fois pour développer les activités et en même temps répondre aussi aux besoins de développement durable, et ça fait écho à la question précédente, puisque il y a un travail d'engager sur, par exemple, les trémies aspirantes au niveau du débarquement de certains produits. Il y a à la fois toute la partie pôle hydrogène pour les énergies des bateaux à quai. Il y a ce travail qui est fait, qui est à la fois sur un développement économique, mais qui, bien entendu, en parallèle, intègre tous les besoins et problématiques qu'il y a sur le développement durable, avec les particularités, comme Stéphane le disait, c'est que c'est un port qui est aussi en plein milieu de sa ville. Et c'est la particularité de Saint-Malo, mais c'est aussi son avantage. Alors nous arrivons pile à la moitié de ce TVR BPGO Business Club. On va essayer, pour faire tourner un maximum de questions, de faire des questions et des réponses en 2 minutes à chaque fois. Jean-Virgile Crans, il y a une solution qui est urgentissime. On l'avait vu à l'occasion du premier confinement, c'est le problème des loyers des commerçants. Vous incitez fortement les bailleurs à abandonner tout ou partie des loyers dus par les professionnels de locataires au moyen, par exemple, d'un crédit d'impôt. Alors c'est ça, c'est-à-dire que ce qui a été négocié avec le gouvernement, c'est une incitation fiscale
donc qui était de 30% du loyer, qui est donc qui n'est pas facturé, qui vient d'être monté donc à 50%. Donc aujourd'hui, tout propriétaire, tout bailleur qui fait grâce donc d'un mois de loyer à son locataire, il peut bénéficier donc d'une incitation fiscale, d'un crédit d'impôt, donc à hauteur de 50% de ce montant de loyer en contrepartie. Ce que nous disons au gouvernement et ce au quoi nous sommes opposés, c'est que c'est une position qui reste qu'incitative et malheureusement, à l'heure où je vous parle, encore beaucoup de bailleurs ne répondent pas présents et donc quelque part ne sont pas solidaires de leurs locataires, et ce qui reste un problème et malheureusement qui n'est pas résolu par cette incitation fiscale, ou en tout cas résolu que partiellement. N'oublions jamais que c'est une crise nationale à l'échelle planétaire. Maurice, nouvelle question. Oui, une question très simple. La jeunesse avec un énorme point d'interrogation. Je sais que vous êtes une famille de meilleurs ouvriers de France, ça parle l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour la jeunesse dans l'hôtellerie et la restauration et le tourisme ? Alors en effet, ça reste aujourd'hui compliqué. Notre filière représente des débouchés importants pour la jeunesse, d'ailleurs pour l'apprentissage. Donc aujourd'hui, la situation reste difficile. Je pense que le plus difficile, c'est le manque de perspective. Et ce que nous disons au gouvernement aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a besoin absolument de pouvoir y voir clair, de savoir sous quel délai pour pouvoir s'organiser. Et nos jeunes en particulier, en effet, ont besoin de pouvoir savoir quand ils vont pouvoir intégrer les entreprises. Alors, un dispositif a été pris pour l'apprentissage. Vous savez que vous aviez jusque-là 3 mois pour trouver une entreprise quand vous étiez accepté donc, dans une formation d'apprentissage. Le gouvernement a rallongé de 3 mois supplémentaires. Donc, vous avez 6 mois pour trouver une entreprise. Malheureusement, au vu de la durée de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, il est vrai que ça devient difficile et nos entreprises, de plus en plus, prennent donc des réserves sur leur capacité à embaucher des apprentis, ne sachant pas en effet à quel moment elles vont pouvoir reprendre leur activité et surtout à quel moment elles vont pouvoir retrouver un niveau d'activité suffisant qui permet aussi de faire de la formation au sein de l'entreprise. Pour autant, c'est un schéma que nous privilégions, qui est vraiment très efficace et qui permet en effet d'intégrer l'entreprise. Et je profite de la question pour pouvoir dire que nos métiers des cafés, hôtels, restaurants, les métiers des CHR, cette filière du tourisme est une filière où il existe encore l'escalier social. Quelqu'un qui est motivé, qui a de la mobilité, qui a envie, il peut grandir dans ces métiers et c'est un point vraiment extrêmement important parce que ça peut permettre d'ouvrir des portes à des jeunes qui parfois se trouvent dans des situations difficiles. Nolwenn. Alors moi, je vais rester sur la jeunesse, si vous voulez bien, Monsieur Cranch, mais côté client, la question que je me pose, c'est effectivement comment les leaders historiques de votre profession s'adaptent au modèle émergent d'un tourisme dicté par des millenniums en quête d'expérience de consommation qui peuvent effectivement les détourner de l'hôtellerie traditionnelle. Aujourd'hui, en fait, l'hôtellerie évolue beaucoup. Nous partons du principe qu'un hôtel, il doit être ouvert à tous, et il est ouvert avant tout aussi à sa première zone d'achalandise, c'est-à-dire à la population locale, par ses activités d'ailleurs diverses et connexes, qui sont donc le bar, qui sont le restaurant, qui sont les réunions, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure. On a aussi l'émergence de nouveaux types d'hébergements. Alors, beaucoup de choses liées en effet à la décoration, à l'ambiance, mais des éléments beaucoup plus structurels qui arrivent, à la fois sur des espaces partagés. Je pense aux espaces qu'on appelle communément donc les espaces de coworking, qu'on retrouve beaucoup dans nos établissements. Aujourd'hui, d'ailleurs, la crise fait que nous avons des réflexions engagées et certaines marques hôtelières aujourd'hui sont en train de travailler pour modifier et adapter leurs espaces, parfois des espaces de chambre qui peuvent devenir des espaces en fait de réunion et des espaces de entre guillemets home office, excusez-moi de tous ces anglicismes, mais en fait aujourd'hui on va développer le télétravail. Pour autant, les gens n'ont pas forcément le confort, l'espace, la connexion, voilà tous les éléments qui font qu'on peut faire un télétravail de façon qualitative. Et donc, du coup, nos établissements hôteliers peuvent être à même à répondre, en effet, à ces besoins et à ces mutations. Et puis, d'autre part, vous avez aussi l'arrivée de nouveaux types d'hébergements. Je pense à ce qu'on appelle les hostels, c'est-à-dire,
entre, si vous voulez, l'aspect un peu hybride qui correspond à la fois à un hôtel et à la fois une auberge de jeunesse qui permet d'avoir des cellules avec des espaces où on peut faire cohabiter un certain nombre de personnes et où d'ailleurs le modèle économique fait que vous êtes plus sur une location donc du coup au lit, au couchage et non une location à la chambre. Donc ça, c'est vrai, des évolutions du type d'hébergement et du mode de consommation qui répond donc aux nouvelles générations. Une nouvelle question posée par Emmanuel. Alors, on reste dans le domaine de l'hôtellerie. Je me souviens au premier confinement, vous aviez, avec Sébastien Bazin, très bien travaillé avec Monsieur Lemoine, pardon, qui était à l'époque secrétaire d'État au tourisme. Et vous aviez réussi à obtenir des conditions de mise sous protection de votre secteur d'activité assez admirables. Vous pouvez nous les rappeler et jusqu'à quand on peut estimer que l'hôtellerie, et ça n'est jamais assez bien entendu, mais jusqu'à quand vous pouvez tenir, ou la grande partie d'entre vous, disons 80% de la profession, peut tenir avec les aides de l'État, les différents dispositifs qui avaient été mobilisés et qui continuent, je crois. Alors en fait, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'en effet, la filière tourisme, et en particulier donc les HR, café, hôtel, restaurant, CHR, ont bénéficié d'un plan de soutien spécifique. Vous avez 3 filières en France qui ont bénéficié d'un plan de soutien spécifique, qui sont donc l'automobile, l'aéronautique et la filière tourisme, qui a été l'idée au départ par en effet donc les cafés, hôtels, restaurants, qui représentent le plus gros des emplois de cette filière. Le deuxième élément que je voudrais quand même rappeler, c'est que notre pays, la France, est le pays le mieux disant aussi en termes d'aide et de soutien économique. Nous avons, nous, dans nos groupes hôteliers, des implantations aux 4 coins du monde et je peux vous dire qu'on voit bien la différence entre la France et bien d'autres pays. C'est un point qui est important à se rappeler. Pour autant, on entend en effet que c'est jamais assez et ça ne répond pas forcément pleinement aux attentes. Les difficultés rencontrées aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les trous dans la raquette, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'éléments, de critères qui font que vous êtes éligible ou pas. Je pense par exemple au fonds de solidarité, je pense aux exonérations de charges. Et donc là, on fait ce travail avec le gouvernement pour essayer de défaire, si vous voulez, les verrous qui font que du coup, vous n'êtes pas accessible. Il y a eu une version 1, il y a une version 2, puisque le fonds de solidarité, il a été ouvert de façon plus large, avec des montants qui vont jusqu'à 10 000 € maintenant. Sur les charges, on était sur du report de charges, maintenant on est sur l'exonération de charges sur les périodes de fermeture. Le travail donc lié au financement avec les PGE, où là aussi il y a une évolution puisqu'il y a une année supplémentaire qui vient d'être donnée sur la partie franchise, qui peut permettre donc d'avoir 2 années de franchise avant de commencer à rembourser sur la période des 5 ans, avec en plus des taux qui sont encadrés, qui peuvent aller jusqu'à 2,5% garantie de l'État comprise. Le chômage partiel, prise en charge Covid-19, donc avec 0 à charge de l'entreprise, qui est toujours qui a été prolongé jusqu'à la fin de cette année, et nous revendiquons, et encore ce matin nous l'avons fait, de revendiquer qu'il soit prolongé sur une durée plus longue, parce que c'est un élément essentiel pour pouvoir garder les emplois, et des emplois en plus certains qui sont des emplois formés sur lesquels nous avons investi avec des spécificités, parce que nous avons une filière qui est parfois méconnue. Nous avons plein de métiers différents dans notre filière. Vous avez des métiers avec de la spécificité. Je vais vous en donner par exemple 2. Vous prenez sur la partie revenu management, c'est-à-dire tout ce qui est lié au pilotage des prix, le pilotage du stock de votre hôtellerie. Ben ça, c'est un vrai savoir-faire qui demande des compétences à la fois techniques, économiques et informatiques. Et puis, vous prenez sur d'autres sujets liés au marketing et liés au digital, où c'est devenu aussi très présent dans nos filières. Donc, ce sont aussi des emplois sur lesquels on a investi pour les former. Il est extrêmement important de pouvoir les garder. Christian Mantéi, le président d'Atout France, disait dernièrement, et j'aime citer ses propos, il a dit un des premiers éléments qui sera essentiel au moment de la reprise dans notre filière, ce sera la qualité de notre offre. Et la qualité de notre offre, elle passe en effet par le nombre d'entreprises et la diversité de ces entreprises, et à la fois la qualité. Et c'est essentiel parce qu'il faut bien qu'on ait en tête que peut-être que cette crise a été l'occasion de montrer à notre pays, mais à bien d'autres pays au monde, l'importance de la filière touristique,
Je rappelle que c'est près de 8% de notre PIB. Et ce sera le mot de la fin, Jean-Virgile Crans. Direct et indirect. Et ça a montré toute l'importance de cette filière. Cela dit, on va être au moment de la reprise dans une situation hyper concurrentielle. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à Jean-Virgile Crans, le président du GNC, Groupement National des Chaînes Hôtelières, avec des informations aussi vraiment de première main. Merci aux 3 chroniqueurs, Maurice Bourrigaud, Nolwenn Lam-Kermarek et Emmanuel Tonier. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club. Merci à vous 4. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.